sa papa mu ngi fi ñëw léegi mën nañoo waxtaan sa papa ñaata jabar la am benn bëgg nga mu amaat beneen muy ñaar non. Ce 28 décembre, plus de 241 enfants de la commune de Kolda ont reçu des cadeaux des mains du maire El Hadj Mamboy Diao. Cérémonie d'illustration, la célébration de Noël avec les enfants. De par cette même occasion, le maire a fait le point sur les points suivants. Conseil municipal, vote et approbation de budget 2023, le don des cadeaux de Noël, audience avec comité gestion des postes de santé et l'émission Noël en avance. Pour ma part, ce que nous avons voulu faire cette année, en réalité, c'est Noël, mais c'est aussi la fête de la Saint-Sylvestre qui correspond avec le 31 décembre à la fin de l'année. Nous avions souhaité que Kolda ne soit pas une collectivité laissée en rade, parce qu'au moment où le monde entier s'illumine, il fallait aussi qu'on apporte la joie dans les foyers de Kolda. Et c'est ce qui a valu d'abord un changement du visage de la ville avec un effort qui a été fait dans l'animation en matière d'éclairage. Je pense que vous l'avez constaté et que c'est une nouveauté ici à Kolda. Mais le clou sera le 31 décembre où on offrira un spectacle son et lumière. Et minuit, le décompte se fera comme ça se fait dans toutes les grandes villes du monde et Kolda ne sera pas en reste. Tout ça participe à notre perception des choses où on pense que le fils de Kolda a droit au même privilège que les fils des autres territoires du Sénégal et voir le monde. Donc c'est dans cette même optique aussi que nous avions souhaité célébrer Noël. Noël, dans notre entendement, n'est plus une fête chrétienne seulement. C'est une fête des enfants. C'est une fête où les parents donnent un signe d'affection à leurs enfants. Ce que nous avons considéré, c'est que nous avons voulu prendre en compte la particularité de nos enfants à Kolda, qui peuvent être issus d'une situation de vulnérabilité. Ce sont des enfants qui sont orphelins et qu'il fallait associer à la fête parce que justement la collectivité doit pouvoir se substituer aux parents quand ils ne sont pas là. Donc nous avons choisi délibérément dans les 241 enfants qui ont reçu des cadeaux qu'on donne la part belle aux orphelins, qu'on donne la part belle aux enfants qui sont dans nos daara, qu'on donne la part belle aux enfants en situation de vulnérabilité. Et après aussi, il fallait primer l'excellence. Donc nous avons vu avec l'IEF, sur la base des critères de sélection qui leur ont été propres, ils ont pu nous donner une liste qui a pu compléter les autres, et c'est ce qui a fait les 241 enfants. C'était une expérience qu'on va évaluer parce qu'après, comme vous l'avez constaté à la fin de la cérémonie, il y a d'autres enfants qui n'étaient pas concernés par la fête, mais qui étaient là et qui méritaient aussi d'avoir des cadeaux parce que ils n'étaient pas dans nos critères, certes, parce qu'il y avait une liste bien prédéfinie, mais puisqu'ils étaient là et qu'ils avaient cette envie d'en avoir, parce que le Père Noël était une découverte aussi pour eux, j'espère que, Inch'Allah, l'année prochaine, on pourra avoir un événement beaucoup plus large et qui pourra peut-être toucher 500 enfants. Et au fur et à mesure, on verra selon ce que ça donne en fait, en termes de perception par les parents surtout, ce que ça donne en termes d'engagement et d'implication de la collectivité que nous sommes. Et je me réjouis aussi de la présence des parents d'élèves, des papas ou des mamans qui ont accompagné leurs enfants, des enseignants, de toutes les personnes ressources qui étaient là, l'inspection, comme je l'ai dit, aussi était là. Donc vraiment, ça a été un bel événement. Mais le clou sera, Inch'Allah, le 31 décembre, où, à l'esplanade de la gouvernance, il y aura certes un concert, mais à minuit, on va faire le décompte pour entrer ensemble dans la nouvelle année. Et nous souhaiterons que cette année-là puisse être une année de paix, de prospérité et de solidarité avec les Koldois. Donc voilà le sens de la cérémonie d'arbre de Noël que nous avons fait en essayant d'innover. Nous allons évaluer naturellement, parce que ce qui nous importe, c'est d'innover, mais de parfaire plus tard.
toutes les actions que nous faisons en direction des cibles que sont les populations de Kolda. Nous avons voulu être réalistes, parce qu'il ne sert à rien d'avancer des chiffres qu'on ne peut pas atteindre. Et contrairement à beaucoup de communes, nous, notre budget est en baisse par rapport à N-1. Pourquoi? D'abord, nous avons fait une évaluation de nos recettes propres. Et nous nous sommes rendus compte que dans les prévisions de recettes qui étaient dans les tableaux qui servaient à alimenter les différentes lignes du budget, il y avait des projections dont les réalisations n'atteignaient pas les 25%. Donc ça veut dire que nous prévoyions peut-être 100 millions de recettes alors que nous avons eu au résultat 25 millions. Donc nous avons essayé de calibrer notre budget en fonction de notre potentiel propre. Et c'est ça qui a fait que donc on a constaté cette baisse et que le budget de cette année est de 903 221 000 francs. Donc, essayer d'être réaliste, c'est qu'on sait aussi qu'on a un potentiel fiscal fort et nous allons travailler sur les niches de recettes qu'il y a au niveau de Kolda pour que la collectivité elle-même apporte un plus dans la mobilisation des ressources propres au programme. Donc nous avons un budget de 903 millions qui épouse notre vision avec un montant alloué aux investissements d'environ 236 millions. Les 236 millions ne prennent pas en compte les fonds qui vont être issus des fonds du PACASEN et des fonds de concours. Donc c'est vous dire qu'on va vers certainement, parce qu'avec le PACASEN on escompte cette année au moins 600 millions d'investissements, puisque nous avons été performants. D'ici le 20 janvier, les rapports vont être déposés et nous pensons que nous pouvons escompter au minimum 600 millions avec le PACASEN. Ça n'a pas pris en compte les fonds qui peuvent être issus du PNDL, qui aussi est un instrument partenaire qui nous permet d'investir. De la même manière que ça n'a pas pris en compte les fonds de concours. C'est vous dire que sur la base de nos propres projections, nous sommes à 223 millions, mais sur la base de ce que nous pouvons escompter du PNDL, du PACASEN et des fonds de concours, nous pouvons avoir 1 milliard supplémentaire ou en tout cas une fourchette minimale de 800 millions qui vont être alloués aux investissements. Ça nous permet de continuer d'abord ce que nous avons commencé. Les opérations de fermeture de canaux, les opérations d'augmentation du linéaire de nos canaux, les opérations justement d'absorption de déficit en matière de salle de classe, en matière de toilettes dans les établissements publics, en matière de curage, etc., en matière d'extension du réseau électrique, et aussi en matière d'éclairage public, parce que ça a été un grand défi ici, où nous, avec l'opportunité que nous a donné l'État, avec les lampadaires solaires, nous allons davantage opter pour le mixte énergétique, où les lampadaires vont permettre d'éclairer les quartiers périphériques, les espaces communs comme les cimetières et autres, mais aussi où nous avons notre propre approche. Nous sommes en train aussi de travailler avec la CENO pour la mise en place d'une nouvelle unité, d'un nouveau château d'eau, parce qu'en réalité, aujourd'hui, le vrai problème de Kolda, ce n'est pas que la mairie ne peut pas faire les adductions d'eau, mais c'est qu'il n'y a pas d'eau. Quand même vous faites les tuyaux d'adduction, il n'y a pas d'eau. Le potentiel est largement dépassé. Donc, nous avons déjà identifié avec les services techniques de la CENO le site qui doit abriter ce nouveau château d'eau. Et dès que nous aurons fini avec les concertations avec les populations locales, parce que c'est un terrain aujourd'hui qui est utilisé par des jeunes pour des activités festives, donc nous pourrons lancer le processus avec la CENO et les questions d'adduction d'eau et d'électricité pourront être derrière nous au moins pour une génération. Voilà l'ambition que nous avons. Maintenant, l'autre particularité que nous avons eue cette année dans le budget, c'est que nous profitons de cette incursion qui est possible pour apporter un appui particulier à certains secteurs qui peuvent demain changer le cadre économique dans lequel nous vivons. Et c'est pourquoi nous avons créé beaucoup de rubriques au niveau du budget qui vont servir de fonds de soutien ou de moyens d'acquisition d'outils de travail. Nous allons avoir des fonds de soutien, par exemple, à l'initiative privée, où la mairie mettra à la disposition d'acteurs d'un secteur donné une enveloppe financière à même de permettre de pouvoir mener ces activités. C'est pourquoi vous verrez que nous projetons d'avoir par exemple une série qui permettra aux artisans qui s'expriment dans le domaine du bois de pouvoir agir. Et vous savez que dans le projet de nouvelle ville, dès qu'il sera validé par les autorités administratives, à savoir le gouverneur et le conseil qui doit se réunir à cet effet, nous avons beaucoup de projets structurants qui vont être mis en place. Et c'est pourquoi, cette fois-ci, il y a eu beaucoup d'incidences, en fait beaucoup de choix sur des approches économiques qui nous permettent d'apporter une pierre à l'édifice
difficile de l'ancienne question de l'emploi ici, de la formation, de l'accès au financement des jeunes et des femmes. Donc tout ça a été bien spécifié dans le budget. Et ce qui me réjouit, c'est que le budget 2023, le PTI, le plan triennal d'investissement, et le plan annuel d'investissement ont tous été votés à l'unanimité par les membres du conseil municipal. Donc ça montre qu'il n'y a plus de coloration politique au niveau du conseil municipal. En tout cas, il y a un seul parti politique là-bas, c'est la commune de Kolda, c'est la ville de Kolda. Donc tous les conseillers ont cette démarche-là en mémoire et chacun travaille pour l'intérêt collectif. Moi, c'est cet enseignement que j'en ai tiré aujourd'hui, qui est la résultante aussi de tout ce que nous avons commencé depuis le début en associant au maximum toutes les compétences qu'il y a parmi les conseillers. Et c'est ça qui a créé cette démarche participative pour qu'ensemble, nous puissions aboutir à ces résultats. Parce que ce budget-là a découlé d'un processus participatif. Parce qu'il y a eu des assemblées qui ont été tenues dans les quartiers sous le couvert des adjoints au maire, qui ont recueilli les doléances des populations sur des sujets bien précis. Et toutes ces préoccupations ont été prises en compte en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'infrastructures structurantes. Et ça n'a rien à voir aussi avec les autres actions qui vont être menées, Inch'Allah, qui ne sont pas dans le budget, mais qui, aujourd'hui, permettront de mieux changer le visage de notre ville. Donc, je m'en réjouis. Nous avons expérimenté cette année, parce que lorsque nous avons examiné en conseil municipal aussi l'allocation de certains fonds qui avaient pu nous parvenir, nous avons expérimenté la notion de guichet social. Mais le besoin aujourd'hui est peut-être 10 fois supérieur à ce que nous avons offert. Donc c'est pourquoi cette année nous allons vers 22 millions avec des procédures claires. Parce qu'en réalité aussi, puisque c'est un rapport avec des deniers publics, il faut que les procédures soient claires. Ce n'est pas parce que la personne est dans l'urgence aussi que nous allons commettre l'imprudence de pouvoir prendre en charge ces sujets-là, sans pour autant que tous les préalables qui doivent être pris le soient en termes de justificatifs de dépenses publiques. Donc ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on va vers des centres de collecte d'informations, déjà, je vais l'appeler comme ça, parce que ça ne va pas être tout de suite des centres d'état civil secondaire, mais des centres de collecte d'informations qui permettent d'accompagner justement les nouveau-nés pour leur état civil. C'est un minimum, parce que très souvent, la déperdition commence là. Si on les prenait à la naissance, parce que les parents sont au niveau des établissements de santé, on aurait réglé cette question-là. Maintenant, quand il s'agit de malades qui méritent un soutien, il y a une commission sous la direction d'un adjoint au maire qui regarde et qui série, mais qui n'a pas les moyens de régler tous les problèmes, parce qu'ils sont énormes. Et à chaque fois que besoin, nous apportons notre concours pour pouvoir aider. Donc maintenant, il y aura un manuel de procédure bien spécifié qui va être défini, parce que l'enveloppe est devenue conséquente et nous n'avons pas envie qu'il s'agisse d'une brèche qui demain pourra nous être reproché pour qu'on puisse parler de malversation. Oui, de la même manière que nous l'avons fait aujourd'hui pour la question de la santé, ces concertations ont été faites aussi avec les acteurs de l'éducation en général. Ou d'ailleurs, même dans le cadre du budget de cette année, une enveloppe est allouée justement à l'enrôlement de nos enfants à la couverture maladie universelle. C'est vous dire que, en réalité, ces concertations nous permettent aussi de prendre certaines décisions d'envergure. Les actes d'accompagnement sont plus ciblés, ils sont plus précis. Donc, puisqu'il y a eu les renouvellements des CDS, il était bien qu'on puisse tenir une première séance de travail, de laquelle, d'ailleurs, les problèmes sont presque les mêmes. C'est le déficit infrastructurel, très souvent, l'absence de logements, soit pour la sage-femme, soit pour l'ICP, ou des logements qui ne sont pas aux normes, ou l'absence le déficit de matériel, d'équipement dans ces différents établissements-là. Maintenant, il ne faut oublier que la carte sanitaire obéit aussi à une hiérarchisation, et de concert avec le centre de santé, le médecin-chef de district, nous allons voir comment rehausser les plateaux des postes de santé sans pour autant bouleverser la hiérarchie qu'il y a entre les différents établissements de santé. Certaines commodités ne peuvent être éligibles qu'au niveau des centres de santé, d'autres au niveau des hôpitaux, d'autres au niveau des postes de santé. Mais puisque Kolda est une grande ville et qu'on n'a qu'un seul centre de santé, il serait bon qu'on voit avec eux comment équiper des postes de santé qui sont plus éloignés pour pouvoir répondre à cette demande-là. Et les autres problèmes ont été aussi posés par les différents secrétaires exécutifs, à savoir la prise en charge
d'un personnel d'appoint, comme les femmes de ménage, le gardiennage, la prise en charge de factures d'eau et d'électricité, parce que malheureusement certains prestataires, ou comment je les appelle, certaines structures continuent à couper ou le courant ou l'eau à des établissements de santé, alors que d'où nos procédures de paiement sont assez lourdes et elles sont assez compréhensibles, parce qu'elles savent que nous avons un instrument de compense au niveau de l'État, mais que le chemin de la dépense publique étant assez long, qu'ils auraient dû faire plus de tolérance. Mais donc ces questions-là ont été soulevées. La question de la prise en charge de certains personnels d'appoint, comme je l'ai dit, des équipements et tout ce qu'il y a comme besoin au niveau de ces structures a été bien sérieux. Nous avons demandé à tous les acteurs concernés de produire un document de travail qui va nous servir justement de base de collaboration pour qu'ensemble nous relevions les défis en matière de santé.